Nous allons montrer au monde ce que l'homme noir peut faire quand il travaille dans la liberté. Patrice Emery Lumumba, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission Touche à tout. Une émission qui touche justement à toutes les dimensions et à toutes les actualités. Alors, nous allons toucher à tout aujourd'hui avec un analyste politique. Il est aussi entrepreneur dans son actif. Il s'appelle Magoza Nzungu, président de la fondation Magoza, à qui j'ai dit bienvenue, monsieur Magoza. Bonjour Alain Tienne. Comment vous allez? Ça va très très bien, juste un petit rectificatif, c'est président de la fondation Zungu, pas la fondation Magoza, puisque Zungu c'est le nom de mon père à qui je rends hommage. Magoza c'est mon poste-nom, donc la fondation c'est Fondation Zungu. Très bien. Alors, vous n'étiez pas au pays, vous étiez à l'étranger pendant beaucoup d'années. Exact. Qu'est-ce qui justifierait votre présence ici en RDC? Après on est parti pour étudier, on a assez étudié, on a observé le monde, on a compris que la réalité se passe en Afrique, ça ne se passe pas en Europe ni aux États-Unis. Donc là il est vraiment l'heure de revenir. Comme disait Marcus Garvey et comme les jeunes que je forme en Europe, je leur dis toujours, la vérité se passe en Afrique et non à l'extérieur. Donc là, il est temps de revenir. Après avoir fait beaucoup d'actions au niveau de l'Afrique, dans d'autres pays, de l'action humanitaire et de l'engagement politique, aujourd'hui, on est revenu dans notre pays. Depuis 2021, j'ai fait plusieurs allers-retours, donc là, on est encore là. Je repars bientôt, je reviens encore au mois de juin, donc on est sur un retour progressif. Et comparer les entrepreneurs d'ici et les entrepreneurs d'ailleurs, est-ce que c'est le même engouement? Est-ce que, justement, je parlerai d'ailleurs de l'État. Est-ce que la manière dont l'État s'investit à l'étranger, est-ce que c'est un peu la même chose ici? Ah, c'est pas la même chose, mais après, je pense qu'au niveau de l'étranger, il y a plus de discipline et d'ordre. Après, au niveau du Congo, je pense que chacun essaie de se débrouiller de sa façon, mais il n'y a pas de normes précises. En fait, aujourd'hui, tout le monde peut décider de vendre de l'eau, c'est de l'entrepreneuriat. Mais après, au niveau de l'étranger, il y a des secteurs très régulés. Donc, dans chaque secteur, il faut avoir les normes, les documents attestant que tu dois exercer dans la profession ou pas, parce qu'il y a un système d'impôt qui rentre en jeu, donc c'est pas pareil. Alors, nous allons toucher à tout justement avec vous. Vous avez aussi une autre casquette, vous êtes analyste aussi politique. Vous êtes aussi, avec une autre valeur ajoutée, s'il faut que je dise entrepreneur. Donc, ça rencontre justement l'idée de cette émission touche à tout. Alors, les questions iront dans toutes les dimensions justement. Alors, selon vous, j'aimerais avoir vos analyses sous les régimes de Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui a vraiment changé euh, depuis qu'il est à la tête du pays? Après, je pense qu'il y a plus de liberté de presse, les gens s'expriment plus. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de nouveautés qui ont été apportées, mais qui n'ont pas pu être mises en place. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours ce problème de collaborateurs. Il y a une vision, mais après la réalisation devient difficile quand les collaborateurs n'arrivent pas à mettre en place. Après, je pense que n'ayant pas été là avant, je peux parler que de ce que je vis. Je trouve qu'aujourd'hui, les choses tentent de changer, mais il y a encore des blocages. Donc je pense qu'il faudra au moins 10 à 20 ans pour pouvoir avoir un Congo qui émerge. Alors, qu'est-ce que nous, on peut copier des Kabila pour améliorer la gestion ou encore la gouvernance avec Fachi? Après, ça serait présomptueux de ma part de parler d'une époque où je n'ai pas vécu au Congo. Je ne pourrais pas faire de comparatif. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas été là pendant longtemps parce que je devais me préparer au retour. Aujourd'hui, je suis revenu sous le mandat du président Félix Tshisekedi, donc je peux parler que de ce mandat-là. Je ne peux pas faire un parallélisme. C'est pour ça que je dis, il y a des choses qu'on nous raconte. N'ayant pas été là, je ne peux pas dire oui, on m'avait raconté ça. Moi, je préfère voir et ensuite en parler. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous pensez que le chef de l'État peut faire pour promouvoir, par exemple, l'entrepreneuriat? Après, pour l'entrepreneuriat, il y a eu un fonds de l'entrepreneuriat qui est mis en place. Mais est-ce que la question, c'est est-ce que la jeunesse congolaise s'intéresse à ça? C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de salons au Congo. Il y aura un salon le 1er juin à l'Hôtel du Fleuve sur l'entrepreneuriat. C'est l'occasion d'aller faire du networking, aller chercher le carnet d'adresse, aller essayer de vendre son projet. Mais la question, c'est que ce genre d'événement est réservé qu'à une petite partie de la population. C'est comme si l'information n'était pas diffusée assez. Parce que moi, je viens de voir la formation tout à l'heure. J'en parlais, mais je ne serais peut-être pas au Congo. Donc j'ai dit, si j'ai des jeunes, je vais les inciter à aller là-bas. C'est pour ça que je dis, c'est l'accès à l'information. Quand l'information est là, on ne la cherche pas.
On a cette capacité à aller chercher des informations pour le divertissement, mais pour les choses réelles, on ne veut pas faire d'efforts. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, la jeunesse congolaise doit s'intéresser à tout ce qui est enjeu économique, politique et social. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette jeunesse-là qui va développer le pays et non notre génération, les générations au-dessus. C'est pour ça que j'investis sur la jeunesse parce que c'est la jeunesse, c'est le présent, le futur et l'avenir. C'est eux qui vont faire les grandes choses. Nous, on est juste là pour transmettre ce que nous, on a appris à l'étranger. Et ensuite, eux, ils vont nous apprendre ce qu'ils ont appris ici. Et ensuite, on avance ensemble. C'est pour ça que je dis, j'ai du mal avec les anciennes générations. Quand je demande à mes grands frères, mes aïeux, je leur demande qu'est-ce que vous avez fait pour cette jeunesse, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas envie d'avoir ce devoir de mémoire, donc je m'efforce de transmettre ce que moi j'ai appris à l'extérieur. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas plus intelligent que le Congolais qui vit au Congo. Le Congolais qui vit au Congo, il connaît mieux la réalité que moi, mais on doit faire un effort. Chacun avance à son pas et ensuite on fait une jonction et on essaie de proposer des solutions. Alors, j'aimerais connaître un peu l'état de l'homme congolais à l'étranger. Vous avez fait à peu près 20 ans à l'étranger. 21 ans à l'étranger. Alors, l'état de l'homme congolais à l'étranger, est-ce que c'est ce qu'on voit? C'est des sapeurs? C'est des boomers? L'homme congolais à l'étranger représente quoi exactement? Après, ça dépend. Comme je dis toujours, les Congolais qui font des choses concrètes ne sont pas visibles. Ils préfèrent se cacher en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a cette capacité à mettre en avant que la bêtise. Quand on dit l'homme congolais à l'étranger, c'est bon. Nos amis de Kigali, certains nous appellent les BBM, sapeurs, ambianceurs et les hommes de femmes. C'est des caricatures. C'est pour ça que je dis, est-ce que tous les Congolais aiment l'alcool, l'ambiance et les femmes? C'est pas vrai. Ceux qui font des choses sérieuses en Europe ou à l'étranger sont souvent en retrait. Ceux qui font de la bêtise sont mis en avant. C'est pour ça que je dis que l'important, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si tu fais du contenu qui est très édifiant, tu auras du mal avec une personne qui va venir insulter. C'est parce que le cerveau, il choisit seulement la partie émotionnelle. Il a envie de, comme ils disent souvent, bah, c'est pour déstresser. La vie est tellement difficile qu'on essaie de déstresser dans la bêtise. Alors que pendant que nous on déstresse dans la bêtise, le blanc est en train de prospérer dans les sujets sérieux. C'est parce que le cerveau est un muscle, on l'organise. Si tu le muscles fort sur la partie intellectuelle, il va être fort dans la partie intellectuelle. Mais si tu le muscles fort sur la partie bêtise, il ne sera que dans la bêtise. L'exemple, c'est un enfant qui a l'habitude de regarder que des dessins animés. Si tu le mets sur un dessin animé, tu le mets sur un contenu qui va peut-être l'apprendre une nouvelle langue, il aura du mal à rester sur le contenu qui lui apprend quelque chose. Parce que son cerveau est habitué à voir que le divertissement. Et tout ça, c'est des techniques que nous, on a pu observer, apprendre à l'étranger. Aujourd'hui, on ramène ça ici. Ça mettra du temps, mais on est venu pour essayer de transmettre ce que nous, on a appris. Ah, vous voulez transmettre ce que vous avez appris ici en RDC? Exactement, c'est l'objectif. Tous les pays, pratiquement la plupart des pays africains le font dans leur pays. C'est la diaspora qui Qu'est-ce que vous voulez exactement apporter? Bah, en fait, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis dans la fondation, j'ai ciblé l'éducation civique et morale. C'est une notion qui a été banalisée au Congo. Quand j'étais petit, on nous parlait d'ECM. Quand j'entends le groupe MPR qui chante ECM, ECM, éducation civique et morale. À l'époque où j'étais plus jeune, c'était des maîtres, c'était des voyous. Aujourd'hui, le message il vient de là-bas, ce qui prouve que où sont les élites congolaises. Si le message vient de Matete, quand on était petit, ça venait de ma campagne, Limité Gombe. Aujourd'hui, ça vient de Matete. Ce qui prouve simplement qu'il y a une inversion de valeurs et des élites. Aujourd'hui, on a une société qui meurt dans la dépravation des mœurs. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, quand j'entends que le message vient de Matete, moi, ça me pousse à me questionner. Je me dis, où sont nos élites? Si les élites ne sont plus là, c'est la jeunesse dite de Tchaongo, dite des quartiers un peu chauds. C'est eux qui apportent un nouveau message et qui questionnent la jeunesse congolaise. Dans la chanson Universalité, c'est un questionnement. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, qui sont ces élites congolaises? Soit ils sont là, mais ils sont en retrait parce qu'ils n'ont pas envie d'être visibles. C'est ça qui me dérange. C'est pour ça que je dis, on ne ramène pas le savoir absolu. On a appris beaucoup de techniques dans la partie service clientèle que je constate qui est toujours une catastrophe au Congo. Dans les restaurants, dans les boîtes, les serveurs, ils sont nonchalants, ils n'ont pas appris les techniques. Ces techniques-là, on peut les créer dans des centres de formation au Congo. Au lieu de faire des salons d'entrepreneuriat, des influenceurs, ça ne sert strictement à rien. Parce que ces influenceurs-là sont en train de dépraver la société. Si on a des influenceurs qui poussent la jeunesse à se questionner, là on avance. Mais si c'est juste pour dire on a fait un salon des influenceurs, c'est quoi l'impact, c'est quoi les solutions prises dedans? Il n'y en a pas. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on apporte une critique et on apporte des solutions. Si tu fais juste une critique sans solution, ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça qu'on est venu dans l'éducation civique. Ça, je le fais par le biais de ma fondation. Former aussi au service à la personne. Tout ce qui est service hôtelier, service restauration, les services aux personnes âgées.
C'est pour ça que je dis on veut vraiment former parce qu'on a un déficit de formation dans notre pays. Dans les autres pays, la jeunesse, je prends le cas de la France, la jeunesse investit beaucoup dans les formations. Ils passent leur temps à se former sans cesse. C'est vrai que c'est gratuit les formations, mais comme je dis souvent, l'investissement immatériel, c'est à vie. Tout ce que je dis dans cette émission, en sortant de l'émission, j'ai rien perdu, j'ai peut-être appris en échangeant avec toi. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, tout ce qu'on a appris, on doit essayer de le transmettre parce que nos aïeux n'ont pas fait de transmission. Quand je demande à la plupart des anciens Congolais, est-ce que votre savoir, vous l'avez mis dans un livre? Ils n'ont pas fait. Comment les autres arrivent à se dire, ok, à une époque, on a eu tel roi de France, on a eu tel penseur français, mais c'est parce qu'ils ont écrit des livres. Et ça permet à la jeunesse de lire ces livres-là et continuer à faire prospérer la pensée. Aujourd'hui, nous, on a ce déficit-là, alors que dans notre histoire, on a eu beaucoup d'écrivains qui ont écrit des choses qui font qu'aujourd'hui, on peut les citer en référence. C'est pour ça que je dis on n'a pas de retard sur les autres, mais l'homme congolais à l'étranger est mal jugé parce que ceux qu'on voit souvent, c'est ceux qui font tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Très bien, ils font tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais ça me pousse justement à poser cette question. Vous voulez investir ici dans la jeunesse congolaise. Exact. Mais par contre, l'homme congolais de l'extérieur que nous voyons, je peux citer des noms. On voit Boketu, on voit beaucoup d'influenceurs de l'extérieur qui sont supposés avoir une formation, entre guillemets, de qualité, mais on trouve que, je dirais, vraiment pas de médiocre, mais on trouve qu'ils sont, je dirais, faibles. Après, je dis souvent, quand vous citez Boketu, par exemple, c'est la référence de qui? C'est ça la question qu'on pose. Aujourd'hui, il se Il positionne... questionne aussi un grand public. Il questionne, la question, c'est la population en général qui suit Boketu. Soit c'est pour le divertissement, déstresser. Ma question, je n'avais pas fini. La Ok, question je était celle de t'écoute. savoir pourquoi n'aviez-vous pas voulu d'abord investir à Paris pour le jeune de Paris, le Congolais de la diaspora? Pourquoi avez-vous directement sauté, prendre l'avion pour venir investir ici, pendant que nous trouvons que les personnes qui perdent beaucoup de valeur, c'est ceux de l'extérieur. Ils sont ici comme des conseillers, mais c'est catastrophique. Après, comme je dis souvent, aujourd'hui, on a ce déficit d'absence de rôle modèle. Moi, aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis un rôle modèle par la communauté qui me suit. Parce qu'ils savent que Magosa, il a retracé son parcours. Ce qu'il a fait en Europe, on le connaît. Aujourd'hui, pour pouvoir exercer dans quel que soit le domaine politique, social ou même économique, il faut avoir un parcours qu'on retrace. Qu'est-ce que vous avez fait en Europe? J'ai étudié à la Sorbonne, j'ai un masterat de finance de marché. J'ai une licence 2 de droit à Assas. J'ai une licence 3 de management de Nanterre. Et ensuite, j'ai fait une formation en attitude comportement. J'ai fait une formation aussi en développement personnel. Tout ça, c'est retraçable. Et ensuite, j'ai fait quoi? J'ai travaillé. J'ai travaillé à la Société Générale Assurance comme assureur. J'ai travaillé à la TNS Sofres comme statisticien. Ensuite, c'est des choses qui sont vérifiables. C'est pour ça que je dis aujourd'hui... Oui, mais ça influence quoi? Ça influence parce que la ça, jeunesse... c'est pour tout le monde. Tout le monde a étudié. C'est pour ça que je dis qu'il y a des études qui ont été faites, mais ils n'arrivent pas à utiliser leurs études. Oui, mais qu'est-ce que vous avez exactement influencé en Europe? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des... Vous avez eu quel mouvement, par exemple? Aujourd'hui, je suis un panafricain parmi les panafricains les plus suivis en Europe. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont devant, mais je suis parmi ceux qui sont les plus suivis. Ce qui veut dire aujourd'hui, quand je fais un message sur Instagram ou sur mes réseaux sociaux, ces jeunes-là, ils se disent, ce qui met là nous pousse à se questionner et nous permet de passer à l'action. L'objectif, c'est pousser la jeunesse à passer à l'action. C'est pas juste, je fais toute une vidéo, mais le petit me dit que j'ai rien compris de la vidéo. La dernière vidéo que j'ai mise, j'expliquais qu'aujourd'hui, on ne peut pas revenir au Congo pour travailler encore pour des étrangers quand on a vécu en Europe. C'est impossible. Si on le fait, c'est un échec. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé pour eux en Europe. Aujourd'hui, on a assez d'intelligence, on a assez de connexions, on doit utiliser le carnet d'adresses quand on rentre au Congo pour essayer de créer des entreprises, créer des business et travailler avec nos frères et sœurs qui sont au Congo. On ne peut pas revenir au Congo et retravailler pour les personnes qui ne sont pas congolaises. Et il y a un ami qui m'a dit, très belle vidéo, mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils ont compris? J'ai dit, ils ont compris le message. Le message, c'est on se prépare pour racheter des terrains, devenir propriétaire dans son pays d'Afrique et ensuite lancer un business. C'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas juste, comme je dis souvent, aujourd'hui dans la société congolaise, on a l'absence de rôle modèle. Un rôle modèle, c'est les élites, c'est ceux qui influencent la jeunesse. Aujourd'hui, quand je parle avec beaucoup de Congolais qui sont de la diaspora, pas ceux d'ici, ils aspirent aussi à notre modèle social. Ceux de la diaspora me disent toujours, oui, j'ai envie de rentrer au Congo, devenir politicien. Mais pour faire quoi en politique? Pourquoi? Pour avoir une voiture, pour avoir de l'argent. Un politicien, il n'est pas là pour de l'argent, il est là pour travailler pour le peuple. Il est d'abord l'esclave de la population. Mais quand on vient en politique pour faire de l'argent, c'est autre chose. C'est pour ça que je leur dis, j'ai fait des études en Europe, oui,
Pourquoi je ne reste pas en Europe? Parce qu'en Europe, je ne suis pas chez moi. Et on nous le rappelle tous les jours avec le racisme. Il y a eu l'abolition de l'esclavage. Macron, il n'a fait aucun discours. Mais sur l'affaire Ghana Gay, on est en train de promouvoir tout ce qui est LGBT, homophobie. Il refuse de porter un maillot, on le traite d'homophobe. La tendance, c'est quoi? C'est qu'il y a une convergence des luttes. Quand c'est le racisme, on mélange avec tout, comme ça on le fait passer en dessous. Et quand c'est une autre cause, on le met en avant pour dire que cette cause-là est supérieure aux autres causes. La réalité, c'est que Ghana Gay, c'est un noir. Si c'est un joueur blanc qui fait ça, ça passera tout seul. Mais comme c'est un joueur noir et que comme le PSG a envie de se séparer de lui, c'est une bonne excuse pour le mettre sur la place publique. C'est pour ça que je dis que tous ces mécanismes-là, on les a vécus en Europe. Quand on me dit en Europe, tu es un noir exceptionnel parce que tu as fait Sorbonne, c'est du racisme. Ça veut dire que tous les autres noirs ne peuvent pas faire Sorbonne, sauf qu'il y a beaucoup de noirs qui font Sorbonne. C'est pour ça que je dis que toutes ces réalités-là, on les a vécues en Europe. Mais est-ce qu'on va encore les revivre dans notre pays? C'est possible. Parce que quand je viens au Congo, la plupart des acteurs économiques ne sont pas congolais. Et ça, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, la question, c'est, je leur mets des idées dans la tête, ils réfléchissent et ils passent à l'action. Et pour passer à l'action, c'est quoi? J'ai vécu 21 ans en Europe. Depuis 2021, je ne cesse de revenir en Afrique, dans mon pays. Avant, j'ai fait de l'humanitaire dans d'autres pays d'Afrique. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de connaître les autres réalités des autres pays africains. Et ensuite, quand je reviens dans mon pays, j'essaie de faire un comparatif. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on doit essayer de se dire où sont nos rôles modèles. En Europe, je suis un rôle modèle pour les Noirs d'Europe. Parce qu'ils se disent, il a un parcours. De par son parcours, il a travaillé là, il a fait ça. Aujourd'hui, il nous transmet. Je suis professeur dans une école en ligne pour les enfants noirs à qui je donne des cours sur l'histoire noire. Il y a l'histoire noire qu'ils ne connaissent pas. Ce qu'on leur apprend à l'école, c'est l'histoire pour essayer de jouer sur les complexes qu'ils ont. L'exemple simple, c'est quand je dis à l'enfant noir, le grand Napoléon a été battu par un militaire haïtien qui s'appelait Toussaint Louverture. Quand il repart à l'école, son ami lui dit « Oui, mais les Noirs, vous êtes inférieurs. » Il dit « Attention, Napoléon a été battu par un Noir. » Ça pousse les enfants à se questionner. Ils n'ont plus la réalité du complexe de ce que nous, on a grandi avec nos ancêtres, les Gaulois. Mon ancêtre n'est pas Gaulois, mon ancêtre c'est Kimba ou c'est Kimpavita. Ce n'est pas un Gaulois. Tout ça, c'est dans l'imaginaire collectif des enfants. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, agir sur l'éducation, c'est la base. Avec la Fondation, j'essaie d'avoir un partenariat privé-public avec le ministère de l'Éducation pour réévaluer la notation de l'ECM. Aujourd'hui, au Congo, on parle de tribalisme. Mais avec le cours d'ECM, nous, à mon époque, il n'y avait pas de tribalisme. On vivait tous ensemble, on ne se disait pas tu viens de quelle ethnie, tu viens de quelle ethnie. Aujourd'hui, certains acteurs politiques essaient de bouger cette fibre-là pour exciter la population. C'est pour ça que je dis simplement, une jeunesse consciente, c'est des politiciens qui se grattent la tête. Parce que si le politicien agite le tribalisme, la jeunesse qui connaît les enjeux va dire ça, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est le débat politique et social et économique. Ça, c'est rien. Et tout ça, c'est par la transmission du savoir acquis à l'extérieur, en venant ici, en se disant toujours, la phrase que j'aime dire, c'est « si c'est comme un œuf ». Ça fait longtemps que je suis à l'extérieur, mais quand je viens au Congo, je dois me réadapter à des réalités congolaises. Je sais que ça sera difficile. Quelles sont des difficultés que vous rencontrez justement ici lorsque vous décidez de travailler pour votre pays? C'est au niveau de la capacité d'aller vite. Par exemple, nous, on peut faire un rendez-vous en Europe, tout est réglé. Au Congo, quand on a un rendez-vous dans une administration, c'est peut-être sur 5-6 rendez-vous. Alors que nous, on a la capacité aujourd'hui d'aller vite. Le document qu'on me demande au premier rendez-vous, je peux ramener tous les documents le même jour. Mais très souvent, on va nous créer un autre document qui n'a pas pour recréer un deuxième rendez-vous. Et nous, ça, en fait, la plupart d'entrepreneurs congolais ou africains qui reviennent en Afrique, ça, ils n'aiment pas. C'est pour ça que je dis c'est le confort européen. Quand tu dois aller à un rendez-vous, on te donne toute la liste des documents à ramener avec les photocopies. Quand tu viens, tu sais que si tu as tout ça, ton dossier est déjà validé et tu attends la réponse. Mais au Congo, on doit toujours venir. Rendez-vous à 9h30. Suite à l'embouteillage, l'autorité arrive en retard, tu es déjà au bureau. Mais quand tu arrives, vous refaites l'entretien, à la fin, on te dit il manque un document. Alors ce document-là, toi, tu as la capacité de le pondre même en sortant du bureau avec ton téléphone. Rapidement, tu envoies en Europe à un ami en Europe. Il te le met en format Word, il te le renvoie sur mail, on dispose, on l'imprime. C'est pour ça que je dis que cette capacité d'aller vite fait partie aussi du fait que la société européenne va vite. Mais il faut tenir compte aussi de la spécificité africaine. Au niveau de nos comportements, on n'a peut-être pas encore acquis cette réactivité-là. C'est pour ça que je dis quand je parle avec des étudiants qui ont étudié en Afrique du Sud ou peut-être en Tanzanie, on arrive à aller vite. Sur 2-3 idées, on peut se dire, ok, demain on s'assit, avec les ordinateurs, on commence à taper. Mais quand je dois faire ça avec des jeunes, quand je fais des interventions ici, ils me disent ça, j'ai compris, mais il faut qu'on réexplique. C'est parce qu'aussi, le niveau d'adaptabilité n'est pas le même.
C'est pour ça que je dis ça, c'est des obstacles que moi j'ai déjà intégrés dans ma tête. Mais il y a beaucoup d'amis qui me disent oui, mais des fois c'est compliqué, même la DGM à l'aéroport. Ça, c'est des tracasseries qui font partie de notre écosystème. Il y a trop de tracasseries ici. La tracasserie existe en Afrique parce qu'on n'est pas encore arrivé à la norme où on dit que tout est régulé. Par exemple, il y a des. Moi, je dis toujours, quand tu. Par exemple, nous, on prend position en Europe face à l'entité européenne. Le Covid-19, on a pris position sur la vaccination. Par exemple, je ne suis pas vacciné. C'est un choix personnel. Mais jamais sur mes réseaux sociaux, je vais inciter une personne à ne pas se vacciner. Parce que c'est une responsabilité individuelle. Mais je dis à tout le monde, je ne suis pas vacciné, c'est mon choix. C'est mon risque à moi. Maintenant, la question, c'est comme je suis un rôle modèle. Si je dis aux gens, n'allez pas vous faire vacciner, il leur arrive quelque chose, je suis responsable de ce que j'ai dit. Moi, je dis simplement, je ne suis pas vacciné parce que je n'ai pas envie qu'on empiète sur ma liberté. Si j'ai envie de voyager, je n'ai pas besoin qu'on me mette une piqûre pour dire, OK, avec cette piqûre, tu voyages. Si on me dit la règle, c'est le test PCR, je le fais. J'ai dû en faire une trentaine. À chaque fois, je suis négatif. C'est parce que bien avant le Covid, je faisais déjà attention à moi-même. Pendant le Covid, on nous a appris à laver les mains. On lavait déjà les mains à l'époque. Moi, j'utilisais gel hydroalcoolique en 2011. Le Covid arrive en 2021, en 2019. C'est pour dire simplement, à un moment donné, on prend des décisions qui peuvent pousser les jeunes aussi à se dire « Ok, Magozel n'a pas fait ça, je ne fais pas de vaccin. » Mais maintenant, la question, c'est que je mets des sondages. Qui est pour la vaccination et contre? En fonction de ça, je crée un débat. Pourquoi tu veux te vacciner? Ils donnent leurs avis. À la fin, je leur dis « Vous êtes libre de faire. » C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on a la tracasserie africaine parce que moi, j'intègre le fait que si je reviens dans mon pays, il se peut qu'à la DGM, un agent puisse me compliquer parce que peut-être il a envie de boire de l'eau. Mais c'est maintenant, c'est au bon vouloir. Si j'ai envie de donner, je donne. Si j'ai pas envie, je te dis mes documents sont en règle, j'accélère, je passe. Mais c'est parce que j'ai intégré le fait que quand je redescends à l'aéroport, je parle exclusivement lingala. Il n'y a plus de français. Quand il m'explique, je lui dis clairement, j'ai pas l'argent. Si j'ai, je te donne, mais là, j'ai rien. Fais le papier, j'avance, je pars. Mais ça aussi, c'est des stress que d'autres ne veulent pas accepter. Du coup, quand ils viennent, ils se comportent en collant dans leur pays. C'est oui, papier, non, monsieur, c'est pas comme ça. Non, il y a des réalités dans chaque pays. Maintenant, la question, c'est quel est ton seuil d'acceptation de la bêtise? Si tu décides de marcher sur l'agent, bah, il va te faire comprendre qu'il est celui le chef qui met le cachet ou pas. C'est pour ça que je dis toujours, il faut essayer de comprendre la réalité du pays dans lequel on se trouve. Il y a des tracasseries en Afrique, on l'a intégré. On a fait d'autres pays en Afrique, ça se passe souvent comme ça. Oui, le passeport n'est pas bon, un petit biais dans le passeport redevient normal. Mais sur le long terme, on ne va pas cautionner ça. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans le changement de mentalité. C'est pour ça que je travaille avec les moins de 16 ans avec ma fondation, parce que les moins de 16 ans, on peut encore les conditionner, les façonner. Les plus de 16 ans, on leur proposera un autre contenu parce qu'ils ont déjà ce qu'on appelle au Congo la niansologie. Tout le monde sait tout. Alors que normalement, dans une société organisée, chacun a sa place. Au Congo, tu peux rentrer dans un restaurant, tout le monde est boss. Du coup, tu ne sais plus qui est le boss dans le restaurant parce que tout le monde se prend pour le boss. Le serveur, tu l'appelles, il te boude. Alors que j'ai dû expliquer à un serveur la dernière fois, ton salaire, c'est les clients qui te le donnent. S'il n'y a pas de clients dans ton restaurant, tu n'as pas de salaire. Par contre, si tu es un bon serveur, tu auras un pourboire, tu auras même un meilleur salaire que tes autres collègues. Et tout ça, c'est une question de mentalité. C'est pour ça que je fais des expériences sociales. Il y a un petit restaurant sur le boulevard où je demande spécifiquement un shawarma poulet mayo. Rien du tout d'autre. Pas des frites et tout ça. C'est un exercice que je fais pendant une semaine. Aujourd'hui, quand je rentre, ils me le servent direct. C'est un apprentissage. C'est pour ça que le responsable dit comment vous avez réussi. C'est parce que j'ai pris mon temps à lui expliquer que ça, je ne mange pas, ça, je ne mange pas, ça, je ne mange pas. Ça aussi, c'est la transmission. Comme ça, quand ça reste une habitude, quand je reviens, je me le fais directement. La question aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, on est peut-être mal vu à l'extérieur ou on a du mal à accepter les tracasseries. C'est parce que l'Europe nous conditionne dans un confort. Tu as le courant non-stop, tu as de l'eau, tu as Internet non-stop, tu n'as pas besoin de te poser des questions de mégas, des gigas. On ne coupe pas la connexion Internet en Europe. Mais ce confort-là te permet de ralentir sur tes projets au niveau de l'Afrique. La plupart, moi je suis allé pour étudier en Europe. J'ai été marié, je me suis séparé de mon ex-femme. La question c'est, si tu te maries, tu finis tes études, tu as un enfant, est-ce que tu es capable de revenir encore en Afrique? Ça devient compliqué. Parce qu'il y a déjà un attache là-bas. La question c'est que beaucoup d'étudiants partent étudier, mais à la fin ils ne reviennent pas. Parce qu'ils se disent, le confort que j'ai là-bas, je ne veux pas le retrouver dans mon pays. Mais la question c'est, est-ce que tu peux gagner plus dans ton pays ou à l'extérieur? La réponse, tu peux gagner plus dans ton pays. Comment? Il faut être dans la proactivité. Il faut créer des projets, avoir un carnet d'adresses. Mais selon vous, après analyse ici en RDC, quel est le secteur dont vous avez trouvé
qu'un investisseur ou un entrepreneur peut investir et puis pour gagner? Aujourd'hui, on peut investir dans l'immobilier. L'immobilier est un bien... Ici en RDC. En RDC, oui. Il y a beaucoup de... Moi, en Europe, je vois beaucoup de jeunes promouvoir l'investissement vers Malou. Pourquoi les gens achètent là-bas? Parce que demain, dans 20-30 ans, ça sera la nouvelle cité. C'est ça la question. La réalité, c'est pourquoi l'homme congolais, homme-femme, n'arrive pas à se projeter sur 30 ans. On se projette sur 2-3 ans. Là, le prochain objectif, c'est 2023, les élections. Après les élections, on va attendre encore les prochains objectifs. Alors que l'objectif, c'est, on se dit, OK, on est en 2022. Sur 30 ans, on fait quoi? C'est ça un projet de société. La question aujourd'hui, c'est que le Congolais voit toujours élection et Zoya. En fait, on ne doit pas penser au calendrier électoral. On doit se dire qu'est-ce qu'on fait pour notre pays. La question, c'est, je suis né au Congo, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour le Congo? Ça, c'est la question que tous les Congolais doivent se poser. Avec quels moyens? Ils vont faire quoi pour les Congo? Avec quels moyens? La question, c'est pas... Vous avez les conforts en Europe, vous avez tout, vous avez l'Internet, vous avez tout. Mais aujourd'hui... Vous pouvez tout faire, mais les jeunes Congolais ici vont faire quoi pour la RDC? Avec quels moyens? Moi, j'ai du mal avec le jeune Africain, pas que Congolais, qui commence à rêver en Europe. Il ne rêve pas dans le continent africain. C'est parce que tu arrives en Europe que tu auras plus d'idées. Les idées, c'est dans la tête. Comme je dis toujours à la jeunesse que je forme, une idée vient d'un rêve. Tu fais un rêve, tu l'écris sur un papier. Ça devient un projet. Ensuite, tu mets des plans d'action. Mais quand tu as des projets, des idées dans des pays comme la RDC et que ça ne se matérialise pas, ça ne se concrétise pas, toute ta vie, est-ce que tu auras encore cette motivation de te lancer? La question que je pose... Vous avez tantôt parlé du confort, justement. Le confort, c'est un frein pour les ambitions. Une personne qui gagne 2000 € en Europe, il se dit, je suis dans un bon confort. Mais cette personne-là ne sait pas qu'elle peut gagner peut-être 100 000 €. On te conditionne dans du case, 2000 € tous les mois. 2000 € tous les mois sur 10 ans, c'est en gros, tu loues un appartement que tu payes tous les mois. L'objectif aussi en Europe que beaucoup de jeunes sont en train de promouvoir aujourd'hui, c'est de devenir, excusez-moi, c'est devenir propriétaire en Europe. Si tu es locataire, tous les mois, tu perds de l'argent. Alors que quand tu as un bien, tu gagnes de l'argent. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, est-ce que la jeunesse congolaise sait utiliser un carnet d'adresse? Le carnet d'adresse, c'est j'ai besoin de telle personne, je connais un ami, je passe par lui, j'arrive chez la personne. On n'arrive pas à l'utiliser. Ou soit on a un carnet d'adresse qu'on verrouille. Est-ce que si on verrouille le carnet d'adresse, on permet d'avoir une société équitable? Ben non. On n'a pas de classe moyenne au Congo. La question, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, on préfère une société congolaise où il n'y a que des riches et que des pauvres? Ben non. On cite souvent le Nigeria, il y a beaucoup de milliardaires, mais combien de pauvreté il y a au Nigeria? C'est bien d'avoir une belle maison autour de toi, il y a des gens qui sont en train de souffrir. Ben non. C'est pour ça que je dis à un moment donné, le carnet d'adresse, c'est des choses qu'on doit apprendre à utiliser. Aujourd'hui, si j'ai besoin de telle personne, je regarde dans mon carnet d'adresse, je connais qui connaît la personne. Et si je ne connais pas, je vais dans des rendez-vous de networking, comme le salon de l'entrepreneuriat à l'Hôtel du Fleuve. C'est l'occasion pour des jeunes qui ont des projets de partir là-bas, de questionner les gens qui seront là, d'essayer de vendre leurs projets, d'avoir les numéros de ces personnes-là. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il suffit d'avoir une idée. Il y a des personnes qui peuvent financer ton idée. Où c'est? Dans quel pays? Aujourd'hui, on peut faire... Là, à l'étranger, pas ici. Mais au Congo, ça existe. Les gens qui mettent des projets... Il faut nous donner, citez-nous un incubateur que vous connaissez. C'est ce que je dis. Nous, aujourd'hui, on revient pour pouvoir proposer ce genre de choses. Ah, vous venez avec ça? Ça, c'est une nouveauté. Mais ça existe déjà au Congo. Citez-moi un incubateur. J'ai pas de nom. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui créent des projets avec des financements. Comment ils trouvent ça? Citez-moi quelqu'un qui a, par exemple, créé un projet, il a trouvé un financement ici. Moi, j'ai pas de nom à citer. C'est pour ça que je dis que nous, le projet, on peut le mettre en place. Pourquoi? Et j'ai pas non plus dit que ça n'existe pas. Ça existe. Moi, je vois des gens qui me disent ce projet-là a été financé par qui? Il ne veut pas dire le nom. Mais ça a été financé. Ce qui veut dire que si lui, il propage l'information, les autres aussi peuvent avoir ce financement. C'est là où je dis qu'il y a une minorité qui veut bénéficier seulement des avantages. Okay. En Europe, par exemple, il y a une sœur qui avait besoin d'ouvrir un restaurant. Elle a fait un appel de fonds. Elle avait besoin de 27 000 €. À la fin, elle a eu 32 000 €. C'est des gens qui donnaient comme ça. Parce qu'aujourd'hui, avec le téléphone, on a la capacité, nos cartes bancaires sont reliées. Je dois faire un virement de 5 €. Tu envoies 5, 5, 5. Si tout le monde envoie, ton projet, il voit le jour. J'ai un ami qui viendra avec nous normalement au mois de septembre, qui a une plateforme pour mettre en avant des projets avec financement. Comme MaxiCash, par exemple. Dans ce cas, la MaxiCash peut financer des projets. C'est pour ça que je dis, ils sont là, les opérateurs économiques. Mais pourquoi les jeunes n'ont pas accès à ça? C'est ça la question que moi, je me pose. Et est-ce que la démarche du chef de l'État pour ramener des investisseurs, est-ce que ça aboutit?
Ouais, ça dépend. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de personnes revenir. Les investisseurs congolais ou les investisseurs étrangers. Étrangers, justement. Après, il y a eu beaucoup de projets qui sont en cours, mais je n'ai pas encore vu. Moi, j'attends toujours la réalisation des projets. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous, on ne se projette pas dans des hypothèses. La question, c'est aujourd'hui, si je dis, nous sommes en capacité de ramener 50 jeunes de la diaspora pour former des Congolais au mois de décembre. Tant que ce n'est pas arrivé, on ne l'a pas fait. C'est pour ça que je dis, tant qu'on va le faire. Ça aussi On projette de former des jeunes Congolais sur les... À Paris? Non, pas à Paris. Des jeunes de Paris. Si c'est à Paris, ça allait être une bonne chose. Mais la question, c'est si c'est à Paris et qu'ils partent... Ça, il faut faire. Mais s'ils partent pour rester à Paris. Ben, Mais quel est l'objectif de rester à Paris? Par exemple, c'est ça où je tiens vraiment à marteler. Une personne de plus de 18 ans qui va aujourd'hui en Europe, comment il va faire pour avoir les papiers? Sauf s'il étudie. C'est plus de 18 ans. Ben, il faut rentrer dans le cursus scolaire. Un étudiant qui part, pour avoir ses papiers, il sera étudiant. Mais lorsqu'il finit ses études, il a deux choix. Soit on te garde si tu as un contrat dans une entreprise française et que tu es performant, ou sinon tu dois rentrer dans ton pays. La deuxième option, c'est quoi? Ils arrivent, ils essaient de mettre une femme enceinte. Mais si tu mets la femme enceinte sans avoir d'amour sincère pour cette femme, c'est une perte de temps parce qu'après, vous vous séparez. Donc ça crée des familles recomposées. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas dire aux jeunes Congolais aujourd'hui, l'Europe c'est bien. Aujourd'hui, l'Europe, administrativement, ça devient compliqué. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas... Moi, quand un jeune me dit, j'ai envie d'aller au Congo, d'aller en France, je lui dis, t'as quel âge? Il me dit, j'ai 23 ans. Je dis, tu vas aller faire quoi là-bas? Je vais recommencer les études. J'ai dit, c'est bien, vas-y, va recommencer. Mais déjà, pour avoir une admission post-examen d'État, ça va être très difficile. Ils veulent partir. Ils veulent... Donc, les termes, en fait, c'est qu'ils veulent fuir l'Afrique. Les jeunes veulent fuir l'Afrique parce qu'ils en ont marre de l'Afrique. Nous, on a été là, en Europe. Moi, j'ai aimé vos analyses, ça c'est très bien, mais je pense que si vous allez mettre en place un vrai incubateur, parce que les incubateurs ici, ça existe, entre guillemets, ils disent qu'ils financent les entrepreneurs, bon, quand on suit, c'est tout sauf vrai. Si vous allez dire vrai, nous, moi d'ailleurs, touche à tout, et puis l'entrepreneuriat que j'ai comme émission, investigue sur des genres de sujets dont vous connaissez d'ailleurs. Si vous allez accompagner les entrepreneurs pour de vrai, ce sera une bonne chose. Parce que, imaginez que nous avons un chef d'État qui dit qu'il fera des Congolais des millionnaires. C'est un projet. Le projet peut se réaliser. Mais quand? Mais la question, c'est bientôt là, il sera à la fin de son mandat, mais bon. Mais la question, c'est que le Congolais... C'est triste pour les entrepreneurs aujourd'hui. Moi, j'ai vu avec eux, imaginez que Lambano a fermé, imaginez que beaucoup d'entreprises ferment aujourd'hui. La question, c'est qu'un entrepreneur, c'est une personne qui échoue plusieurs fois, mais qui a réussi à la fin. Chez vous? Est-ce que partout dans le monde, c'est pas ici. La question, ici, Nestlé a disparu. Nestlé, c'est pas congolais. Non, mais il y avait des actionnaires congolais aussi. Mais la question, c'est aujourd'hui, est-ce que les Congolais sont en capacité de créer une entreprise entre Congolais? Oui, il y a beaucoup d'entreprises entre Congolais. Non, mais une grosse entreprise, de type dire une grosse entreprise congolaise appartient à que des Congolais. Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs. Bah, s'il y en a beaucoup, pourquoi on n'arrive pas? Moi, c'est la question, c'est pourquoi aujourd'hui on va se plaindre. Sur la partie des millionnaires ou des milliardaires congolais, c'est une question de projet. Le projet ne peut pas se faire en 5 ans. Commencer un projet, il faut avoir la continuité du projet. La question, c'est quand on dit cela, beaucoup de Congolais se disent que ça va se faire en 4-5 ans. Ben, ça demande du temps. Bon, on va couper court. Avant que je continue ce que je disais, vous avez une fondation ici. Vous-même, vous avez trouvé les financements où? Nous, c'est des fonds personnels. Avec des amis, on fait des cotisations pour faire des actions. Parce que de la RDC ou de l'étranger? Non, des amis congolais de l'extérieur. C'est de là-bas que vous avez trouvé les financements? C'est de là-bas, mais la question, c'est est-ce que nous avons du mal à trouver des financements au Congo? Je dis non. Mais comme la fondation, je n'ai pas envie qu'on récupère la fondation, c'est pour ça qu'on refuse de frapper dans des portes pour obtenir des financements. Mais on sait aujourd'hui comment vendre la fondation, obtenir des financements. Mais on préfère travailler sur fonds propres d'abord et ensuite on verra par la suite. On va aller lentement parce qu'on a encore un peu de temps là. Donc vous avez trouvé vous-même d'abord, vous avez trouvé comme un modèle en fait, vous avez trouvé d'abord les financements à l'extérieur, votre collecte. D'abord, premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, à quelle hauteur vous pensez investir dans votre propre entreprise? Ça dépend du projet. Votre entreprise vous coûte combien? Le chiffre d'affaires s'élève jusqu'à combien? Moi, je n'ai pas d'entreprise dans la fondation n'est pas une entreprise, c'est une ONG. C'est une structure. Ah, ok. L'ONG alors. Ok. Dans l'ONG, en fait, pour vous n'avez pas encore une entreprise, vous avez seulement l'ONG. Pour l'instant, on veut faire une entreprise sociale. Mais une entreprise sociale, c'est une entreprise qui génère de l'argent. Une ONG ne génère pas de l'argent. Oui, mais vous avez parlé d'une entreprise qui devait renforcer
les capacités des jeunes, justement. Ça, c'est dans la plateforme Ujima Ouais, Plateforme. c'est de ça dont je Non, parle. mais dans Ujima Plateforme, on ne l'a pas encore lancé. C'est un projet pilote. Ah, c'est encore un projet. Mais parce qu'il Alors faut, moi, il faut analyser. je vous pose maintenant la question, parce qu'en amont, j'avais cru que vous avez déjà une entreprise existante. Non, l'entreprise, on a un partenariat avec Grâce Agricole, qui est une partie agricole qui est déjà installée vers Malo. Mais ça, c'est inclus dans le projet Ujima. Je vais vous laisser analyser pour vous poser justement Ok. cette question pour la difficulté des entrepreneurs ici, la difficulté des jeunes commerçants, des hommes d'affaires ici. Ils sont en quête de financement. Ils ont beaucoup de compétences, beaucoup d'énergie. Mais l'État congolais est absent dans le développement de l'homme congolais. Alors, La question, c'est est-ce que l'État a le rôle de créer des emplois? non, c'est différent. Je parle de l'absence l'aide, de la l'accompagnement. promotion, l'accompagnement justement. C'est ça la Mais question. il y a eu, quand le président a pris le pouvoir, il y avait un organisme pour le financement des entrepreneurs. Il y avait un fonds qui avait été mis en place. La question, c'est ce que je dis toujours. Est-ce que les Congolais ont accès à l'information? Ce fonds-là, il sert à quoi? Si les entrepreneurs congolais se plaignent, est-ce qu'ils ont contacté les ministères, par exemple, de l'industrie? Ou j'ai oublié le nom. C'est un acronyme avec PI à la fin. FPI ou FOGEC? FPI. FPI, ça existe depuis longtemps. Ok, mais aujourd'hui, Ça finance. il y avait une enveloppe censée financer les entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs sont passés ici, ils ont contacté l'FPI sans financement jusqu'aujourd'hui. Je pense que vous avez voulu même parler de FOGEC, les fonds de garantie des entrepreneurs. Exact. Mais dans ce cas-là, s'il y a un souci, il faut contacter les autorités compétentes, le ministère qui régule cela. La question, Il y a, c'est il y a est-ce Okapi qu'aujourd'hui... qui est en difficulté maintenant. Mais la question, je Ça, c'est un félicite, Congolais je aussi, félicite le Okapi. professeur Jean Bélé. On a vu la promotion du téléphone Okapi, on était fiers. C'est pour dire que aujourd'hui, on doit questionner les entités qui dirigent ces fonds-là. La question aujourd'hui, c'est que, comme je le dis, une population consciente, c'est des politiciens qui se grattent la tête. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais connaît ses vadem et cum, les droits et devoirs? La plupart ne connaissent pas. Quand je dis ça, c'est quoi? C'est du latin. Mais la question, c'est si tu connais ça, tu demandes à l'instance dirigeante pourquoi on n'a pas les financements. Parce que ça faisait partie de la promotion de ce qui avait été annoncé. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on est face à... On a une faillite des élites et une faillite des personnes en compétence. Aujourd'hui, quand on me parle de la diaspora, je suis de la diaspora, mais ma génération en Europe, on n'a jamais exercé au pouvoir. Comment on peut encaisser les charges de nos aïeux, de nos vieux par exemple? On ne peut pas l'encaisser. Moi aujourd'hui, je ne peux pas venir à Kinshasa et me dire, vous la diaspora, vous êtes au pouvoir. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Certes, j'ai grandi dans la diaspora, mais je n'ai jamais exercé au Congo. Mais j'ai exercé dans des ONG à l'extérieur du Congo. Mais notre activité dans ces ONG-là a toujours été mise en valeur. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas, nous, aider notre pays à émerger? C'est ça la question de demain. C'est pour ça que je dis, on arrive à un stade où on est à la croisée des chemins. On doit créer des nouveaux hommes politiques congolais. Très bien. Et pour créer ces gens-là, il faudrait que ces gens-là soient... Pour être un bon politicien, il faut avoir exercé dans une ONG, dans une entreprise ou dans une fondation, ou dans les organes de décision de type Nations Unies, même si je ne les aime pas, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font, mais avoir été dans des organes où il y a des décisions importantes qui se prennent. Parce qu'en fait, pour gérer un ministère, il faut avoir eu la capacité de gestion, par exemple, dans une entreprise, les décisions qui vont faire mal. Par exemple, dire à ce collaborateur, ce que tu fais n'est pas bien, lui mettre de côté. Ça aussi, c'est une capacité de prendre des décisions. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes que je forme, choisir, c'est renoncer. Quand je dis à un petit, tu dois aller à Lingwala faire cette action-là, il habite à côté de Lingwala, il ne le fait pas, j'appelle un petit qui est à Matete, il prend une moto, il me le fait, il me le ramène. Très bien. Entre ces deux-là, je choisirais qui si je dois choisir? Je choisirais celui qui est efficace. Très bien. Alors, on me fait signe qu'on tend vers la fin. C'est allé un peu trop vite, mais il faut que je touche à tout rapidement. Est-ce qu'on peut vous faire confiance, monsieur Magoza, d'accompagner les entrepreneurs congolais à votre charge? Est-ce qu'ils peuvent pas y avoir des rencontres entre vous et certains entrepreneurs auxquels ils peuvent bénéficier de vos connaissances, justement? Vous n'avez pas de projection pareille. Alors, comme je dis, dans la plateforme Ujima, on aura toutes les structures. C'est une plateforme qui va réunir la diaspora ainsi que les jeunes du Congo, pas que de Kinshasa, mais du Congo. L'objectif, ça sera de faire émerger des élites montantes ou des entrepreneurs qui ont des vrais projets. C'est pour ça que j'ai dit là aujourd'hui, je reviens plus au Congo sur l'aspect politique. Mais nous, on va faire de la politique avec de l'entrepreneuriat mêlé. Pourquoi? Parce qu'on a l'objectif de récupérer le marché congolais. Il doit redevenir aux Congolais. Ce n'est pas possible. C'est un objectif. Parce qu'aujourd'hui,
À choisir entre le boulevard et les business congolais, je vais dans des business congolais. Parce que si je donne de l'argent à mon frère, c'est mon frère qui embauche des Congolais et ensuite on prospère. Mais tant que je vais donner mon argent à Gombe na Gombe, je ne donne pas ça à des Congolais. Et ça, c'est un slogan qui doit sonner. Et ceux de la diaspora, qu'est-ce qu'eux pensent de la RDC? Aujourd'hui, ils pensent que c'est très difficile d'investir au Congo. Ils pensent que c'est difficile même de revenir et vivre. Mais après, comme je dis, c'est dû au confort européen. Le confort européen est un frein pour partir dans les grandes choses. Comme je dis toujours, celui qui reste dans sa zone de confort n'accomplira pas de grandes choses. Quand je dis à des amis, je pars au Congo pour plus de 2 mois, ils me disent, t'es totalement fou, toi, Paris va te manquer. Je dis, bah non, ça dépend. Paris va manquer, pourquoi? Vous êtes bientôt sur 10 doses de vaccin dès septembre. Ils vont aller jusqu'à 10 doses. Mais ça ne leur pose pas de problème parce qu'ils ont déjà tout accepté. Moi, cette réalité-là ne m'intéresse pas. C'est la question que j'ai dit aujourd'hui aux Noirs qui sont en Europe. Sur 10 ans, vous voyez où? Ils n'arrivent pas à répondre. Parfait. Mais quand on demande ça à des Blancs, dans 10 ans, vous voyez où? Ils me disent, je me vois en Afrique. Un Blanc. Ben, c'est-à-dire qu'ils rêvent de l'Afrique sans les Noirs. Les Noirs rêvent de leur continent là-bas, alors qu'eux, ils savent que leur continent est en faillite. Avec la guerre Ukraine-Russie, Poutine a réorganisé le monde. On n'est plus parti dans un monde bipolaire, on est dans un monde multipolaire. Ce qui veut dire qu'il y a l'axe occidental, il y a l'axe Poutine avec ses amis, il y a l'Afrique qui essaie de se positionner. On va où? À gauche ou à droite? Alors que nous, aujourd'hui, l'Afrique, on peut tirer notre épingle du jeu. Je disais ça à un ami il y a 2 jours, avec la crise Ukraine-Russie, avec les minéraux congolais qu'on a, on aurait pu jouer sur le marché des minéraux, des minerais plutôt. On l'aurait fait. Parce qu'en fait, il faut avoir l'intelligence de proposer quand il y a une situation de guerre. En situation de guerre, si on met en avant nos minéraux, nos minerais plutôt, c'est nous qui sommes en force. Mais ça aussi, il faut avoir la stratégie, la géostratégie, la géo. Est-ce que vous pensez que le pays est entre les bonnes mains? C'est-à-dire le pays est entre les mains d'un bon manager, allais-je dire même? Moi, je dis que toute tâche managériale est difficile. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que la jeunesse est prête à aider pour que le pays avance? C'est à la jeunesse d'apporter quelque chose. Je suis partisan de la jeunesse. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, les Congolais, nous autres, on a bien rigolé du Mali. Mais aujourd'hui, le Mali chasse la France. On les appelait les Nzingari. On disait ils sont pas très intelligents, ils ne sont pas très futiles. Mais sur la question politique, ils nous montrent aujourd'hui qu'ils mettent la France dehors. La France négocie pour garder Air France au Mali. Pourquoi? Parce que ça génère de l'argent à la France, Air France, parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui vont au Mali et il y a des investisseurs qui vont au Mali. Mais le Mali est un pays dit en guerre. La RDC est un pays dit en guerre à l'Est, mais il y a beaucoup d'argent à l'Est. C'est pour ça que je dis, la jeunesse va faire des grandes choses si cette jeunesse est accompagnée avec des rôles modèles. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis le seul rôle modèle. On est nombreux, mais je suis peut-être un des seuls qui prend la parole très souvent, qui essaie de diffuser un message. L'objectif, c'est tous mes frères et sœurs qui font des bonnes choses à l'étranger, venez au Congo, qu'on s'assit, qu'on essaie de transmettre le savoir. Former des jeunes entrepreneurs aux questions entrepreneuriales, c'est un objectif. Moi, je dis simplement, au Congo, on organise salon des influenceurs. Moi, ça me fait rire. Ils apportent quoi comme plus-value? Aucune. Mais on leur donne la capacité de se réunir, de venir et de faire des grands salons. Alors que si on ramène 2-3 sœurs que j'ai, par exemple en Belgique ou à Paris, pour faire du développement personnel, de la technique managériale, de l'entrepreneuriat, ils vont former et ces jeunes-là vont apprendre. Aujourd'hui, au lieu de passer le temps dans le divertissement, essayons de réorganiser le cerveau pour utiliser la partie pensée, la partie intellectuelle. La partie intellectuelle, très bien. Ensuite, justement, vous avez quelle relation avec notre ministre de l'entrepreneuriat? Je ne connais pas le ministre de l'entrepreneuriat. Monsieur Eustache Mouyandi. Je ne connais pas. Vous ne connaissez même pas? Le nom, peut-être, là, j'ai déjà entendu le nom, mais je ne connais pas. La question, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne traite pas directement avec les ministres. Parce que quand j'ai un besoin, j'essaie de trouver le ministre. Et si je peux le rencontrer, je crée le rendez-vous. Mais je n'aime pas être affilié à des ministres. La question, c'est quand je vais voir un ministre, je ramène un projet. Est-ce que vous pensez que pour qu'un entrepreneur se développe, il a forcément besoin de l'aide de l'État ou il peut lui-même se prendre en charge? Il peut travailler pour se bâtir une grande entreprise. Je donne l'exemple de notre marque référence qui s'appelle Matchquata. Matchquata n'a pas eu besoin de l'État congolais. C'est un Congolais de la diaspora qui a lancé sa marque en Europe. Et ensuite, il l'a ramené au Congo. Il s'est installé à Niangou et à Lingwala. Il vend ses produits. Tout ce qui est passeport congolais, tout ce qui est FRDC, soutien FRDC, tout ce qui est t-shirt qui est porté, c'est Matchquata. Mais Matchquata, maintenant, on reconnaît par quoi il y a un carré sur le côté. S'il n'y a pas le carré, c'est un faux.
La question, c'est un faux. Est-ce qu'on attaque ceux qui font les faux? Non. Parce qu'ils ont créé leur business. Mais la référence, c'est Matchquat. C'est une marque congolaise qu'on est en train de promouvoir. Et ce monsieur-là, il n'a pas eu besoin de l'État. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, quand on a les moyens financiers, c'est l'État qui vient vers nous, ce n'est pas le contraire. Et aujourd'hui, le Congolais n'a peut-être pas de l'argent tout seul, mais si on arrive à s'unir, je dis toujours, il y a les Congolais qui font le likelemba. Mais tu fais un likelemba pour la suite aller manger l'argent, ça sert à rien. Pourquoi les Asiatiques le font en France? Ils font des likelemba et ils choisissent 2 entrepreneurs qui lancent. Quand ils génèrent de l'argent, ils rendent l'argent et ça continue le système. Pourquoi nous on fait des likelemba, ensuite on dépense l'argent dans le vide? C'est parce qu'on doit être rééduqué et avoir une discipline. La discipline, c'est se dire, on fait un likelemba 10. Dans les 10, on cherche 2 entrepreneurs qui ont des projets solides. On se dit, OK, ils nous expliquent comment la rentabilité va se faire. On donne de l'argent, on investit. On ne se dit pas, on récupère l'argent rapidement. La question aujourd'hui, c'est que beaucoup de Congolais veulent investir sur le court terme. On doit apprendre à investir sur le long terme. C'est comme ça qu'on génère de l'argent. C'est pour ça que je dis, tout seul, on n'est peut-être pas riche, mais à plusieurs, on devient riche. Alors, rapidement, vous pouvez nous citer quelques Congolais qui se sont démarqués à l'étranger. Juste quelques noms qui vous montent en tête. Alors, on a Matchquata. Matchquata. On a démarqué à l'étranger. On a aussi un frère qui a créé un restaurant ici, Christian, qui a créé le Mood. Il s'est démarqué en Belgique, après il est revenu. Le Mood qui se trouve vers Romeo Golf. C'est un chef congolais qui était en Belgique. Il est revenu, il est au pays. Ça, c'est 2 personnes qui sont en Europe, qui sont revenues au pays. Ensuite, il y avait un frère qui avait ouvert un bar à chicha à Forescom. Pendant un moment, après, il a arrêté, il est reparti en Europe. C'est pour dire qu'ils ont essayé de faire des choses parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, on a beaucoup appris en Europe, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre connaissance qu'on a appris là-bas? On doit revenir, essayer de transmettre. C'est pour ça que je dis toujours, on n'est pas plus intelligent que les Congolais d'ici. Ils sont aussi intelligents, mais chacun doit se dire, moi j'ai vu là-bas, toi tu as ça ici au terrain, on fait quoi ensemble? La complémentarité. La complémentarité nous permet de gagner. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et la question que tout Congolais doit se poser, c'est qu'est-ce que nous on a fait pour ce pays? Et je termine toujours en disant, ce n'est pas notre génération qui allons changer les choses dans ce pays, c'est les jeunes qu'on devra former. Parce qu'aujourd'hui, Macron a bouleversé le système politique français. C'est un jeune qui est arrivé, certes il avait les banques derrière lui, mais il est arrivé et il a éliminé pratiquement tous les anciens et aujourd'hui c'est lui qui est en train de recréer la classe politique. Très bien, merci beaucoup à vous. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais fait signe. Alors, vous allez vous adresser à votre caméra, à votre public justement, allais-je dire. Vous allez parler avec votre cœur pour la jeunesse congolaise qui vous suit. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour migrer ou encore changer des paradigmes, comme le chef de l'État le dit? Comment changer les paradigmes? Vous allez nous parler de ça. On va vous laisser et puis vous allez passer vos contacts. Ils ne vont pas m'appeler directement, ils vont vous appeler pour vous contacter. Et s'il y aura des séances de coaching, je pense que ça sera une bonne chose. Parlez-nous du changement de paradigme. Après, comme je dis souvent, le changement de paradigme, c'est un mot qui est un peu à la mode, mais la réalité, c'est que le paradigme, c'est la façon selon laquelle on voit le monde. Pendant longtemps, on a vu le monde sous l'œil européen. Comme disait Sankara, avec la publicité, ils ont déjà gagné la bataille. Le soft power américain. On a grandi avec Delta Force. Quand on a eu l'opération État de siège, on nous a même ressorti des vidéos avec la musique de Delta Force. C'est pour dire simplement que nous-mêmes, on peut créer notre réalité congolaise, mais pour ce faire, ça sera difficile. Mais comme je dis, la jeunesse congolaise, il ne faut pas lâcher. Je sais que c'est difficile. Vous allez vous dire, oui, il vient de l'Europe, il nous dit ça. Mais en Europe aussi, on a beaucoup galéré. On a souffert des fois. C'était difficile. Mais on n'a pas lâché. On est devenu ce qu'on devient aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce que vous souhaiterez faire demain? Ça, c'est le rêve et l'idéal commun que toute la génération, d'après moi, devra avoir. Parce que si on a un rêve commun dans lequel on se retrouve, on pourra bâtir des grandes choses. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on revient transmettre ce que nous, on a appris en Europe. Mais on va essayer aussi de faire des sessions d'échange. Parce qu'on a aussi ce problème de coaching, de développement personnel. La capacité, par exemple, la résilience, c'est la capacité à résoudre ses propres problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune Congolais, quand il se retrouve seul dans sa chambre, même s'il est avec ses frères et sœurs, est-ce qu'il a la capacité de se dire, OK, j'ai échoué peut-être à l'école sur ce contrôle-là, est-ce que demain, je peux avoir des solutions pour réussir ça? Si tu n'arrives pas, nous, on peut t'apporter des solutions pour le faire. Parce que nous-mêmes, de par mon parcours en Europe, j'ai vécu des moments où j'ai voulu abandonner l'école, mais j'ai continué jusqu'à la fin. Et une fois que j'ai réussi mes diplômes, j'ai compris que l'école ne sert pas à réfléchir, mais nous sert à obéir.
Donc on est au Congo, on reviendra plus souvent. Depuis 2021, on fait que ça. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp français, plus 33 7 61 50 98 39. Plus 33 7 61 50 98 39. On Merci reste à votre beaucoup. écoute et par le biais de la fondation, on peut essayer de répondre et faire des actions. Merci beaucoup à vous, Monsieur Magoza, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'était une belle émission. J'ai aimé ce qui est sorti ici parce que ça transforme justement l'homme congolais. On a, ce que je disais aujourd'hui, on a besoin des informations comme ça. Parfois, on essaye, on échoue parce qu'on n'a pas des informations comme ça sur le business. Alors, j'ai dédié ces derniers temps ces plateaux aux entrepreneurs, aux hommes politiques de la diaspora. Qu'est-ce que vous pensez pour le développement de la RDC? Alors, aujourd'hui, j'ai reçu pour vous, mesdames, messieurs, j'avais reçu pour vous, monsieur Magoza, qui est entrepreneur, en même temps analyste politique, avec qui nous avons parlé de l'implication de la diaspora pour la promotion de l'entrepreneuriat en RDC. Alors, vous allez suivre cette émission en boucle sur Nouvelle Tendance TV, sur Peter Tiani RDC et ici justement sur Perfect Télévision. Sinon, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais plutôt parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Frédéric Sénèque, mesdames, messieurs, c'était à la présentation Arnold de Tiani, à la réalisation Belgodor Mutombo, Fia Lungela et Emmanuel. Sinon, portez-vous bien. Bonne suite de programme à vous.